Intelligence artificielle et influence, c'est compliqué. Bienvenue dans cette série en 3 épisodes en partenariat avec Le Grenier où nous allons explorer la relation qu'ont les influenceurs avec l'intelligence artificielle. Moi c'est Arthur, je suis stratège créatif chez Clark Influence. Mon rôle c'est d'analyser les mutations du numérique, des réseaux et des créateurs qui les peuplent. N'hésitez pas à consulter les 2 tout premiers épisodes que nous avons publiés les semaines précédentes. Le premier se concentre sur la créativité à l'heure de l'intelligence artificielle, le second sur l'impact de l'IA sur les réseaux sociaux. 3e épisode, aujourd'hui nous allons voir comment l'intelligence artificielle est devenue une influenceuse à part entière et comment elle se positionne comme une rivale aux créateurs de contenu en ligne. ChatGPT, comme des tas d'autres IA, ont infiltré tous les recoins de notre quotidien. Et leur omniprésence est telle qu'aujourd'hui, ChatGPT et d'autres IA, encore une fois, ont une place centrale dans la pop culture. Et cette place, elle est si centrale qu'aujourd'hui, on fait de ChatGPT un personnage à part entière. Il a ses qualités, ses défauts, ses caractéristiques et toutes sont dépendantes de l'usage qu'on a au jour le jour. Sur les réseaux, ça se témoigne énormément par des POV, des sketchs, par exemple des personnes qui imaginent la relation qu'ils ont avec ChatGPT alors qu'ils maltraitent ChatGPT en le promptant des choses 24 heures sur 24. Bref, ChatGPT c'est moins un outil et plus un personnage qui a été construit communautairement. Ce comportement n'est pas anormal, on appelle ça l'effet ELISA. C'est quand on donne à des machines des caractéristiques qui sont humaines. Parce que la machine nous répond, nous avons l'impression que la machine n'est pas qu'une machine, c'est un humain à part entière avec lequel nous interagissons. Donc c'est normal qu'on lui donne des caractéristiques qu'on voit chez d'autres humains. Sauf que pendant longtemps, les sketchs qu'on imaginait où ChatGPT était personnifié, c'était que des scénarios d'usage. Demandez à ChatGPT quelle sera la météo, demandez à ChatGPT de faire notre essai à l'école. Sauf que petit à petit, la manière dont on personnifie ChatGPT est devenue beaucoup plus émotionnelle. ChatGPT est moins désormais un outil et plus un proche à part entière parce que l'usage qu'on a de l'intelligence artificielle a complètement changé. L'IA n'est plus un outil, c'est devenu un proche. Parce qu'aujourd'hui, on ne demande pas à l'IA que des tâches qui sont purement exécutives et objectives. On demande à l'IA d'être notre thérapeute, notre meilleur ami, notre amoureux, notre exutoire émotionnel. Ce qui fait que l'IA et l'utilisateur discutent de choses qui sont intimes. Et parce qu'ils discutent de choses qui sont intimes, le lien émotionnel qui va se tisser entre l'IA et l'utilisateur va être encore plus fort. En parallèle, les IA s'améliorent de plus en plus. Plus les humains l'utilisent, plus l'IA arrive à identifier exactement ce qui fait qu'un humain est un humain. Donc elle sera en mesure d'être beaucoup plus réactive d'une manière plus humaine qu'artificielle. Donc on a encore plus l'impression qu'on parle à un humain et pas nécessairement à un robot. Donc oui, l'IA devient plus un compagnon de vie, un proche. Aujourd'hui, aux États-Unis, 75% des Gen Z utilisent l'IA comme compagnon de vie. Quelqu'un à qui ils peuvent se confier, quelqu'un avec qui ils peuvent faire un peu le catharsis de leurs émotions au jour le jour. Très étrange et hyper dystopique, n'est-ce pas? Ça, c'est généralement quelque chose qu'on voit dans des films, des personnes qui commencent à s'attacher à des robots. Sauf que quand on regarde la réalité de ces plus jeunes générations qui ont adopté l'IA plus comme un compagnon plutôt qu'un outil, tout a du sens. Aujourd'hui, les plus jeunes générations font face à une épidémie de solitude. Et même au-delà des Gen Z, on peut même parler des adultes de manière générale. 30% des adultes américains disent se sentir seuls au moins une fois par semaine. L'OMS identifie d'ailleurs cette épidémie de solitude comme étant l'épidémie la plus grave du 21e siècle. À quoi est due cette épidémie? À une digitalisation croissante de nos interactions sociales. Les espaces et les événements qui fédéraient des communautés disparaissent de plus en plus au profit d'interactions digitales qui certes restent des interactions mais elles sont complètement dématérialisées et n'ont peut-être pas les mêmes bénéfices qu'une relation physique peut avoir. La pandémie est aussi passée par là et on a toute une génération parce qu'elle est restée enfermée chez elle pendant des mois et des mois, elle a accumulé des lacunes sociales. Et forcément, pour se re-sociabiliser, les Gen Z n'ont pas de choix que d'aller vers l'autre. Sauf que aller vers l'autre, quand on a perdu toutes ses aptitudes sociales et quand on se sent seul, c'est un pas qui est très difficile à faire. C'est pour ça que l'IA se positionne bien, parce que ce n'est pas réellement quelqu'un, mais en attendant, elle a le répondant de quelqu'un. C'est pas comme si on interagissait avec quelqu'un de physique qui, si la conversation se passe mal, il y a une conséquence sociale. L'IA est complètement exempte de tout ça. Aussi, l'IA
l'IA, comparé à un ami, la famille, etc., est accessible 24 heures sur 24 et n'est pas fatigué quand on parle avec elle pendant 3 heures, alors que quelqu'un d'humain, forcément, à un moment, il est fatigué. Il n'y a pas de limite d'utilisation, il n'y a pas de paywall. Si aujourd'hui, j'ai un besoin émotionnel, je peux me rediriger vers l'IA, elle sera accessible quoi qu'il arrive. Les Gen Z se redirigent aussi vers l'IA parce que l'IA, elle est omnisciente et elle est adaptable. La mission de l'IA, quoi qu'il arrive et peu importe le prompt qu'on soumet, c'est de donner une réponse. Dès lors, quand les Gen Z ils ont un problème qui est un petit peu plus subjectif, qui demande de la réflexion ou un avis personnel, l'IA, quoi qu'il arrive, elle va répondre, même si ce n'est pas son avis personnel. Si on lui demande d'être un thérapeute et de répondre à un problème tel un thérapeute, elle va se l'improviser, même si elle n'a peut-être pas les compétences pour l'être. Cette adaptabilité, elle est doublée d'une complaisance. L'IA, c'est dans son code, elle va toujours s'aligner avec son utilisateur. Elle va prendre son parti, valider ses dires, essayer de prendre son camp, elle va jamais le contredire. Tandis qu'un humain qui est doté d'une conscience et de facultés sociales, parfois va remettre en question son interlocuteur. Avec l'IA, il n'y a pas le stress justement qu'une conversation tourne à la confrontation dès qu'il y a un sujet un peu sensible qui est abordé. Bref, l'IA, c'est devenu un peu le match parfait. Elle simule être émotionnellement intelligente, elle est toujours disponible, c'est notre meilleur cheerleader, entre guillemets. Sauf que c'est une cheerleader au point où ça en devient même maladif et même nuisible pour l'utilisateur. Parce que l'IA n'est pas que complaisante, elle est flagorneuse. Je suis sûr que c'est un mot que vous n'avez jamais entendu. Être flagorneur, c'est être quelqu'un qui complimente excessivement quelqu'un pour le brosser un petit peu dans le sens du poil. Et parce que l'IA, elle est programmée pour satisfaire nos moindres besoins et nos moindres prompts, elle est codée par défaut pour être flagorneuse. Son unique objectif est de satisfaire la demande utilisatrice. Par conséquent, elle va flatter, elle va dire que l'utilisateur il a des idées géniales, et ce sans jamais contredire ses opinions ou ses prompts. Que l'utilisateur ait raison d'ailleurs ou pas. Et c'est ce côté un peu flagorneur qui va créer cette relation d'affect extrêmement importante entre l'utilisateur et l'IA. Parce que l'IA, quand elle converse avec quelqu'un, elle n'est pas que passive. Elle va apprendre des patterns psychologiques que l'utilisateur va témoigner et va adapter son discours selon les impératifs de cet utilisateur. Donc par défaut, elle va personnaliser son discours pour satisfaire le plus possible la requête utilisatrice. En plus, l'utilisateur peut indiquer à l'IA s'il y a des réponses de sa part qu'il n'aime pas, ce qui biaise l'IA encore plus. Et tout ça fait que l'IA valide constamment tout ce que l'utilisateur a à partager. L'utilisateur est conforté dans ses croyances par l'IA. Et c'est pour ça que les utilisateurs y voient en l'IA une espèce d'amie parfaite. Parce qu'elle donne l'illusion d'une réciprocité émotionnelle. Elle valide constamment tout ce que l'utilisateur a à dire, du coup l'utilisateur il se sent écouté. Et au-delà de ça, elle va toujours avoir la réponse aux problématiques de l'usager. Ce qui fait qu'il y a une connexion très intime qui va se créer entre l'utilisateur et l'intelligence artificielle. Bref, et parce que l'IA nous connaît bien, parce qu'elle a réponse à toutes nos questions et qu'elle adapte son discours en fonction de nos impératifs, cette empathie qu'on a décrite devient même de la persuasion. On écoute ce que l'IA nous partage parce qu'elle écoute tout ce qu'on dit et elle a toujours la meilleure réponse à ce dont on a besoin. Ça crée une espèce de relation parasociale entre l'utilisateur et l'intelligence artificielle. La relation parasociale, c'est quand il y a une relation où une des deux parties n'est pas consciente de l'existence de l'autre partie. C'est par exemple quand moi je suis fan de Taylor Swift, je dis n'importe quoi, j'ai une relation parasociale avec elle. Je suis attaché à elle, même si elle n'est pas consciente de mon existence. Et là, c'est un petit peu la même chose. L'IA n'est pas consciente de notre existence à proprement parler, elle ne fait que répondre mécaniquement à des requêtes. Mais la manière dont elle répond à des problèmes qui sont intimes, émotionnels et à fort enjeu pour l'usager, on a l'impression de tisser une relation émotionnelle avec lui. Et cette impression d'une relation intime, elle a beaucoup de conséquences. La première, c'est qu'elle favorise la confiance, elle favorise la fidélisation et elle favorise surtout l'engagement. Parce que c'est si agréable de parler avec l'intelligence artificielle, on a juste envie de lui parler à elle et à personne d'autre. Et en ligne, ça c'est une mine à engagement. Les agents IA génèrent un taux de rétention que d'autres contenus sur les réseaux sociaux ne sont pas capables de créer. Je donne l'exemple du site web Character AI. C'est une plateforme dans laquelle vous pouvez parler à des tas de bots qui sont propulsés par l'intelligence artificielle. Sauf que chacun de ces bots simule
simule être un personnage ou un concept. Par exemple, sur Character AI, vous pouvez parler au Père Noël. Je dis n'importe quoi. Et ce bot-là, il est configuré pour répondre comme s'il était le Père Noël, ce qui donne l'impression aux audiences de discuter avec un personnage soit qui n'existe pas, soit qui n'est pas accessible. Parce qu'en plus de ces personnages fictifs, ce Character AI, vous pouvez aussi parler à des célébrités ou des figures historiques. Character AI, c'est 20 millions d'utilisateurs mensuels, c'est absolument dément, et c'est surtout une plateforme qui a un énorme succès, encore une fois, auprès des Gen Z qui ont une énorme appétence pour les compagnons IA. Ces Gen Z d'ailleurs, ils passent en moyenne 2 heures sur le site, donc Character AI, d'une part parce qu'il y a des possibilités infinies avec le nombre de bots qu'il y a sur la plateforme, mais aussi d'autre part parce qu'ils tissent une relation avec ces différents bots avec qui ils ont une relation personnalisée. Sauf que ce côté flagorneur et personnalisé fait que ce qui était auparavant une relation qui était strictement émotionnelle avec l'intelligence artificielle devienne une dépendance émotionnelle. Parce qu'encore une fois, l'IA, c'est un petit peu ce personnage fantasmé. On a tous rêvé de quelqu'un qui puisse nous écouter à n'importe quel moment, quelqu'un qui a toujours les bons mots à ce dont on a besoin. L'IA incarne tout ça, ce qui fait que l'utilisateur revient toujours vers l'IA. Elle voit en l'IA le meilleur ami qui coche absolument toutes les cases. Ce qui crée énormément de problèmes d'addiction. Elle est docile, elle est gratifiante, elle est immédiate, elle offre justement ce refuge que d'autres personnes sont incapables de créer. Et parce que c'est un refuge émotionnel tel que les utilisateurs ne peuvent pas s'empêcher de revenir vers l'IA, parce que personne ne peut offrir un même confort émotionnel. Et parce qu'on revient sans cesse vers l'IA, ça nous déshabitue à interagir avec d'autres personnes. Finalement, ce qui était vu comme une solution à la solitude ne fait qu'exacerber la solitude. Ces caractéristiques ne sont pas le reflet d'une réelle relation humaine. Une relation humaine, ce sont des défis, ce sont des personnes parfois qui ne sont pas d'accord sur certains éléments. L'IA, parce qu'elle va toujours dans le sens de l'utilisateur et va être gratifiante quoi qu'il arrive, elle habitue l'utilisateur à une forme non confrontative de relation. La relation avec l'IA, elle est facile, sauf que les relations dans le monde réel, elles ne sont pas faciles. Il y a toujours des défis. Elle déshabitue donc l'utilisateur à gérer les relations complexes du monde réel, et parce que tout est facile avec elle, l'utilisateur ne peut pas s'empêcher de revenir vers elle et négliger des pairs humains qui, eux, ont peut-être des qualités qui sont un peu plus confrontatives. Parce que certains ont une relation tellement forte avec l'IA, et l'IA va tellement conforter l'utilisateur dans ses propres croyances, qu'elle va renforcer l'utilisateur dans ses propres désillusions. Encore une fois, le job de l'IA, ce n'est pas de contredire l'utilisateur, c'est de donner une réponse qui va le convenir. Donc pour des profils psychologiques qui sont peut-être un petit peu plus instables, quand ils partagent leurs mots et leurs incertitudes, l'IA va les conforter dans leurs désillusions. Elle va renforcer des distorsions cognitives et vendre des illusions comme des réalités. Dû à ça, depuis quelques mois, on voit un énorme volume de ce qu'on appelle ChatGPT Induced Psychosis, qui sont en fait des épisodes psychotiques qui sont dus à ChatGPT et ce qu'il a pu dire à un profil. Le profil a partagé à ChatGPT avoir des désillusions qu'il pensait être des réalités, et ChatGPT, au lieu de confronter ces désillusions, a encouragé l'utilisateur à les prendre comme des réalités. Certains utilisateurs se sont retrouvés face à une intelligence artificielle qui leur a confirmé qu'ils étaient par exemple investis d'une mission donnée par Dieu, je dis n'importe quoi, ou alors que l'intelligence artificielle a confirmé une théorie du complot qui concernait un utilisateur, et ces utilisateurs, avec la validation de ChatGPT, se sont retrouvés dans des épisodes psychotiques et cliniques extrêmement graves. Ce qu'on voit aussi depuis plusieurs mois, c'est la réémergence de mouvements robotéistes. Le robotéisme, c'est un mouvement de croyance qui impute aux machines les qualités qu'on associe au divin. Pour eux, les machines sont Dieu, l'intelligence artificielle est Dieu. C'est pas un parallèle tant surprenant à faire pour ces communautés-là. ChatGPT est capable de répondre à n'importe quoi. Donc aux yeux de ces communautés, ChatGPT est omnisciente. Et ça, c'est généralement une qualité qu'on associe aux divinités. Et c'est ça le souci, si on demande à ChatGPT par exemple « Et est-ce que tu es capable de me donner les vérités de l'univers ?» ChatGPT est conçu pour donner les vérités de l'univers. Donc ça renforce l'impression auprès de ces communautés que ChatGPT en effet a ses secrets de l'univers par exemple. Exemple, le mouvement AI Awakening qui est assez populaire sur TikTok est incarné par des utilisateurs qui sont actifs dans les sphères spirituelles et astrologiques.
Ces utilisateurs, ils demandent à ChatGPT de les accompagner dans leur quête spirituelle. Et parce que ChatGPT a des réponses qui leur paraissent pertinentes, ces utilisateurs, ils ont l'impression qu'ils ont débloqué le potentiel de l'intelligence artificielle. Qu'elle est, un peu comme les exemples que j'avais cités plus tôt, porteuse d'une espèce de vérité universelle. Bref, mécaniquement, l'IA réagit de cette manière parce que les utilisateurs, ils demandent des choses qui relèvent de l'absurde ou alors de thématiques qui sont complètement subjectives. De ce qui est de la religion, de ce qui est de l'astrologie, du spiritualisme, des théories du complot, etc. Il n'y a pas de réponse définitive à certaines choses. Et parce que ChatGPT est encore une fois programmé pour donner une réponse à n'importe quoi, si on lui demande quelque chose d'absurde, elle va générer quelque chose qui est absurde. Ce qui crée ce cercle vicieux quand l'IA ne confronte pas quelqu'un qui a un avis qui est purement subjectif. Comme on avait exploré dans les 2 derniers épisodes, néanmoins, l'amour pour les IA n'est pas universel, très loin de là. Certaines personnes détestent les IA, les robots et toute forme de technologie semi-consciente, tel qu'il y a même maintenant un mot qui a été créé qui est très péjoratif, qui désigne justement les robots et l'intelligence artificielle, les clankers. Les clankers, ce sont justement ces robots, mais c'est un terme péjoratif. Je ne vais pas donner d'autres exemples, sinon la vidéo va être démonétisée. Mais même si on est plus sur le spectre de la haine, le fait d'utiliser de tels mots qui sont aussi péjoratifs et que généralement on emploie pour des humains, ça ne fait que renforcer justement la personnification de l'intelligence artificielle. Même si c'est de la haine, on les considère un peu comme des personnes parce qu'on utilise des termes qu'on utiliserait auprès d'autres personnes. Bref, je blabla depuis des dizaines de minutes, mais je suis sûr et certain que vous posez une même question. C'est quoi le lien avec l'influence ? Le fait que les bots IA, ChatGPT, Character AI, etc., ont de telles capacités d'engagement et de rétention font que potentiellement à l'avenir, et c'est peut-être même déjà le cas, ces bots IA vont avoir une mainmise sur les réseaux sociaux. Parce que les plateformes sociales, Instagram, TikTok, etc., eux, leur monnaie courante, c'est l'engagement, la rétention. Ils veulent garder l'utilisateur le plus possible devant son téléphone. Plus ils monopolisent l'attention, plus ils sont capables d'avoir des revenus publicitaires. Et au vu de tout ce qu'on a exploré jusqu'ici, les bots IA, c'est un peu l'apothéose de l'engagement et de la rétention. Les bots IA ont ces capacités de rétention, d'engagement durable, c'est tout ce que les réseaux recherchent pour maintenir leur monopole sur l'échiquier numérique. À ça, on rajoute l'attrait que les jeunes générations ont pour l'IA, et de là, ça ne fait pas de doute, les réseaux doivent adopter les compagnons IA s'ils souhaitent maintenir leur monopole. Ça crée un temps d'écran qui est inégalé par d'autres fonctionnalités. Il y a des tas d'exemples sur les réseaux sociaux, je pense notamment à X qui a introduit des compagnons virtuels. Ce sont des bots qui ont été imaginés autour de personas qui sont définis. Meta commence à faire la même chose en proposant à des utilisateurs de créer leur propre bot IA. Côté même influenceurs, la dernière édition, on avait parlé d'influenceurs virtuels. Il y en a certains qui adoptent justement cette solution de bot IA pour renforcer justement leur relationnel avec leurs audiences. Mais on a même des influenceurs de chair et d'eau qui se clonent via des bots IA pour décupler leur potentiel parasocial. Je pense notamment à Speed, il avait fait un marathon Twitch, je crois, il y a quelques semaines, et forcément, il devait dormir un moment dans ce marathon. Et celui qui a pris son relais pour animer le chat, c'est un clone IA de lui-même qui répondait automatiquement aux réponses du chat. Un influenceur, il est soumis aux mêmes contraintes qu'un humain. Un influenceur, ça fatigue, il ne peut pas parler à ses millions de followers. Ce qui fait qu'un bot IA qui reprend ses traits et sa manière de parler, c'est le meilleur moyen de maintenir une communauté qui a envie de vivre un lien extrêmement fort avec l'influence. C'est une relation factice, certes, mais aux yeux des audiences, c'est quand même une relation intime parce qu'on a l'impression de parler directement à l'influenceur. À l'avenir, ce n'est pas impossible qu'on voit d'autres influenceurs adopter ce genre de fonctionnalité. Néanmoins, si les influenceurs n'adoptent pas les bots IA, ils peuvent vite devenir des ennemis. Parce que tout ce qu'on décrit jusqu'ici, ces qualités parasociales, persuasives, le fait d'avoir un lien intime avec l'intelligence artificielle, tout ça, c'est les bases sur lesquelles les influenceurs reposent. C'est ce qui contribue à leur succès. Influence comme intelligence artificielle, il repose sur la relation imaginaire que l'utilisateur a avec eux. Sauf que l'IA, elle a un discours personnalisé selon les caractéristiques de l'utilisateur
à qui il s'adresse, elle est disponible 24 heures sur 24 et ça, ce sont des champs que l'influenceur ne peut pas couvrir parce que l'influenceur n'est pas humain. Ce qui fait que la relation que l'IA va entretenir avec l'utilisateur, elle est peut-être beaucoup plus puissante que la relation que l'utilisateur va entretenir avec l'influenceur. C'est pour ça qu'on parle de rivalité entre les deux. Quand on parle de la Gen Z, il y a même 33% de cette Gen Z qui a préféré se tourner vers l'IA plutôt que des humains pour parler de certains sujets. Et évidemment, l'influenceur fait partie de ces humains. Ce qui ne veut pas dire que les bots vont soudainement supplanter les influenceurs. Chacun ont leurs propres qualités. Les IA, elles, c'est la disponibilité, c'est la personnalisation, c'est le fait d'être flagorneur justement et de toujours conforter dans ses opinions. L'influenceur, lui, c'est sa perspective humaine, sa créativité, le fait qu'en termes sociodémographiques, il est le plus proche de son audience et surtout, c'est son pouvoir confrontatif. Parce que contrairement à une intelligence artificielle, l'influenceur, lui, n'est pas nécessairement flagorneur. Il va contredire une audience quand l'audience a un avis qu'il ne partage pas. Et c'est peut-être là que réside la manière dont les influenceurs peuvent se positionner dans des environnements numériques où les bots IA vont peut-être dicter la météo. Est-ce que la flagornerie risque de devenir une norme éventuellement? Parce qu'encore une fois, les bots IA risquent de peupler les réseaux sociaux, ce qui fait que les influenceurs, en plus de leur humanité, comme on l'avait exploré dans les précédents épisodes, ils vont pouvoir puiser dans leur qualité confrontative pour se positionner comme des humains. Parce qu'en validant sans cesse les opinions d'un utilisateur, l'IA n'amène pas cet utilisateur à un nouveau stade de son développement personnel. Les utilisateurs, face à une norme de flagornerie, vont s'en rendre compte et du coup ils vont se rediriger vers des influenceurs qui, eux, parce qu'ils sont plus confrontatifs, vont aider justement ces audiences à aller plus loin dans leur développement personnel. Ça reflète un petit peu ce qu'on a dit dans les précédents épisodes, on va rechercher l'humanité et la confrontation qui est un peu le signe d'une réelle relation humaine fait que les influenceurs vont pouvoir se positionner comme humains sur les réseaux sociaux. Les influenceurs, contrairement à l'intelligence artificielle, ils vont pouvoir défier les perceptions de leur audience, les amener à s'éduquer, à remettre en question certaines de leurs idées reçues et ça va être recherché en masse sur des réseaux où la flagornerie va devenir justement une norme. Ça conclut cette saga de 3 épisodes où nous avons développé le lien que l'influence entretient à l'intelligence artificielle. Comme vous pouvez le voir, le portrait n'est ni noir ni blanc, c'est des nuances de gris. L'intelligence artificielle est à la fois une opportunité pour l'influence, un frein, mais aussi une rivale directement. Nous sommes très curieux de voir comment cette relation va être amenée à évoluer au long terme et aussi au moyen terme, parce que comme vous avez vu, l'intelligence artificielle, elle évolue à vitesse grand V. Mais une chose est certaine, nos utilisateurs vont avoir soif d'humanité en des environnements où tout va devenir artificiel. L'influence va devenir un levier encore plus important qu'il ne l'est aujourd'hui, parce qu'il va être vraiment le témoin de cette humanité qu'on va perdre sur les environnements digitaux. Je vous remercie, je vous laisse consulter les autres épisodes si vous ne les avez pas encore consultés et on se dit à bientôt.